Bien, nous allons enchaîner. Je ne pense pas que mon propos, c'est vous qui me le direz après, soit dissonant, qu'il y ait un hiatus entre les exigences de la clinique du psychotrauma et ce que je vais vous dire qu'il faudrait qu'il puisse se passer quand on est enquêteur et enquêteur formé au recueil de la parole d'enfants qui ont vécu un ou des traumas. Donc je vais essayer de faire le lien parce que comme ça ne se voit pas, en réalité je cumule deux casquettes. Je suis gendarme, je suis juriste de formation initiale, je commande donc cette unité spécialisée qui s'appelle la Maison de la prévention et protection des familles, vous l'avez compris maintenant, et je suis également psychologue pour enfants et adolescents formés aux thérapies cognitives et comportementales. Et alors j'avais prévu de vous le dire plus loin, mais en réalité, sur le papier, oui, il y a un hiatus. Sur le papier, il y a un hiatus parce que les impératifs d'une enquête pénale, lorsqu'il y a une enquête pénale, c'est pas parce qu'il y a une infraction, c'est pas parce qu'il y a un trauma qui a été déclenché par exemple, de l'inceste, ok, qu'il y a forcément un dépôt de plainte. Donc là, déjà, on a un premier problème, c'est que très peu de dossiers arrivent jusqu'à la connaissance de la justice. Il y a des dossiers qui restent lettres mortes, qui restent enterrés, qui ne sont pas parlés, qui ne sont pas traités. Donc lorsque on a des faits qui arrivent à la connaissance de la justice, ça passe par le déclenchement d'une enquête pénale, et cette enquête pénale va être diligentée par des enquêteurs qui sont, s'ils sont placés en zone, on va dire plutôt urbaine, des communes de plus de 20 000 habitants, l'enquête sera diligentée par la police nationale. Si les faits ou le domicile, c'est plutôt le milieu rural ou périurbain, alors ce seront des enquêteurs de la gendarmerie nationale qui vont diligenter une enquête. Or, il faut avoir en tête que une enquête pénale est sous-tendue par un objectif qui est la manifestation de la vérité. Comment doit-on entendre ce mot dans son acception juridique? La vérité juridique pourrait se traduire par la réalité objective des faits. Et parmi les actes d'investigation pour faire ressortir cette réalité objective des faits, nous disposons de recueil de la parole. Alors là, on est en train de parler des enfants et des adolescents, donc du recueil d'une audition d'un mineur qui serait victime d'une agression sexuelle ou d'un acte de maltraitance ou des négligences lourdes qui ont fait violence et éventuellement trauma. Donc il s'agit de recueillir un témoignage dans un temps donné et avec éventuellement une seule écoute, c'est-à-dire une seule audition. Or, quand on se place du côté de la clinique, du côté thérapeutique, du côté de la psychologue que je suis, l'entretien avec un mineur n'a pas du tout le même objectif. Ce n'est pas la réalité objective des faits qu'il s'agit de déterminer. C'est de prendre en compte la vérité subjective, c'est-à-dire celle du sujet. Et là, effectivement, il y a un hiatus. Il y a le premier hiatus qui est que la vérité subjective ne va pas se superposer forcément à la réalité objective des faits, pour des raisons que vous connaissez, j'y reviendrai, une mémoire traumatique, une mémoire dissociée, un état de sidération, une mémoire qui a bugué, un empêchement à dire. D'accord? Et le deuxième hiatus, c'est que lorsqu'on est thérapeute, effectivement, ce n'est pas un rendez-vous en one-shot sur un temps imposé à la victime qui serait notre patient, mais bien au contraire, un travail d'écoute, effectivement, qui se déploierait sur du long terme, parce que l'expression du trauma va se mettre en mots de manière progressive. Alors effectivement, je vais essayer de m'appliquer à vous dire comment aujourd'hui, à l'aube de 2025, des enquêteurs formés aux techniques de recueil de la parole et formés également au psychotrauma. Ça, c'est une avancée qui a lieu depuis 1998, progressivement. On a vu de plus en plus de professionnels qui se formaient, dont les enquêteurs.
je fais partie. Donc je suis à la fois formée, toute mon équipe à la M2PF est formée, et en même temps, on continue de se former en continu, mais aussi de dispenser des informations et des sensibilisations auprès des professionnels qui ont affaire avec les enfants et les adolescents dans le champ médical, dans le champ éducatif, dans le champ de la justice et dans le champ social. Donc, pour vous parler de ce recueil de la parole de l'enfant qui aura vécu un traumatisme, je ne reviendrai pas sur ce que vous connaissez déjà. Patrick Ayung parlait qu'il est important de revenir sur les définitions, mais le temps nous est compté. Vous faites parfaitement la différence entre un stress dépassé, et un traumatisme psychique, avec, si on parle en nosographie de la classification du DSM-5, vous avez donc deux types de stress post-traumatique. Vous avez celui qui va être simple, donc un épisode qui aura fait trauma, et vous avez ensuite le trauma complexe que majoritairement nous traitons, enfin en tout cas nous avons affaire à des enfants qui sont majoritairement victimes de trauma complexes, parce que notre spécialité à la M2PF, c'est de s'occuper des mineurs victimes d'infractions à caractère sexuel. Et nous avons dans ce contentieux de dossiers, de plus en plus depuis maintenant 5-6 ans, de dossiers qui concernent des cas d'inceste et des cas d'inceste entre frères et sœurs ou entre demi-frères et demi-sœurs dans des familles qui sont recomposées. Voilà. Donc ça, c'est ce qui fait notre quotidien. Et donc, la gageure, c'est de faire coïncider une prise en charge à un seul moment, qui n'est pas choisi par la victime, pour répondre aux objectifs d'une enquête pénale, tout en prenant en compte un traumatisme qui a été diagnostiqué, qui est installé ou pas encore. En tout cas, faire au mieux pour ne pas créer un traumatisme ou ne pas l'aggraver. Et ça, c'est une véritable gageure, parce qu'il y a ne serait-ce que 20 ans, avant que la loi de 98 n'impose de filmer les auditions de mineurs qui s'appellent les procédures Mélanie, on était à 1000 lieues de considérer la victime comme étant objet et sujet de sa propre histoire. On n'entendait même pas les enfants. Et les cas d'inceste étaient très peu dévoilés. Donc, je vais démarrer par la temporalité à une importance absolument capitale, vous l'aurez compris, puisque c'est comme ça que j'ai démarré mon introduction. C'est que lorsque on est sur du psychotrauma, il y a au moins 3 temps qui sont absolument importants. Le premier temps important, en fait, il faudrait que je remonte un peu, ou que je baisse pour qu'on voit ce que j'ai écrit en bas. Voilà. Le premier temps important, c'est dans les 48 heures qui suivent un événement traumatique. C'est un moment où il faut essayer de commettre le moins de dégâts possible quand il s'agit de recueillir, d'écouter, d'accompagner, d'être aux côtés d'une personne qui a vécu un événement qui peut faire trauma. Or, vous allez voir que là, il y a un vrai hiatus avec la temporalité d'une enquête pénale. J'anticipe un peu, parce que en enquête pénale, les premières 48 heures, c'est ce qu'on appelle chez nous le temps de la flagrance, faire un flag. Et là, effectivement, l'urgence dictée par la procédure qui va exiger d'interpeller rapidement le ou les auteurs, d'éviter qu'il y ait une déperdition des preuves, c'est-à-dire s'empresser d'aller, par exemple, lorsqu'il s'agit d'un viol ou de plusieurs viols, d'aller faire le recueil en examen médico-légal, le recueil des cellules épithéliales, faire les examens gynéco-anaux, aller voir l'impact tout de suite que ça a, aller voir comment a été touchée la psyché. Or, dans les 48 heures, c'est là où il faudrait prendre le plus de précautions avec la personne qui a subi un événement à caractère traumatique. Donc je vais y revenir. Ensuite, dans l'état de stress aigu, où on ne pose pas encore le diagnostic, parce que du temps ne s'est pas encore passé, et que dans la mémoire, ça peut, entre guillemets, peut-être, on va dire, pas développer un état de stress post-traumatique, pour le dire rapidement, dans le délai de 3 jours à 1 mois, très souvent, c'est là où, nous, à la M2PF, on va être saisis
de faits récents. Donc il va falloir faire attention à ce que l'on fait dans le recueil de la parole. Et ensuite, très fréquemment, c'est ce qu'on appelle de l'enquête préliminaire. On est dans le au-delà de 1 mois, et parfois on est beaucoup d'années plus tard, lorsqu'une victime a été victime dans son enfance, victime d'inceste ou victime d'agression ou de maltraitance en dehors de la famille, qui se met à avoir envie, avoir besoin de parler, parce que c'est un événement particulier de sa vie. Elle devient mère. Elle a grandi, elle a peur pour sa petite sœur ou son petit frère, etc. Elle parle, et là, il s'est écoulé plusieurs années avec éventuellement un diagnostic de stress post-traumatique qui a pu être posé et éventuellement un travail thérapeutique a été fait, ou alors, il y a plusieurs cas de figure, pas du tout. C'est-à-dire, il y a un dévoilement qui va démarrer une enquête pénale, mais la personne n'a engagé aucun travail thérapeutique. Donc vous voyez la gageure qu'on a, alors qu'au départ, ça n'est pas l'objectif de l'entretien, on va dire, pénal, pour nous, enquêteurs. Donc il vaut mieux dans ces cas-là que les enquêteurs, on le répète depuis vraiment post-outro, mais il vaudrait mieux que les enquêteurs soient formés à la fois aux techniques d'audition et de recueil de la parole qui nous viennent du Canada. On a 15 ans de retard, parfois 20 ans. Du Canada, ce sont des techniques d'entretien qui reprennent les poncifs d'un entretien cognitif. D'accord ? Mais aussi, parce que ça n'est pas suffisant, être formé également au psychotrauma. Alors, vous savez que lorsqu'on est avec une fratrie, les enfants qui sont victimes de traumatismes, de violences à l'intérieur d'une famille, qui ont subi des infractions au sens pénal du terme, et qui ont été confrontés donc à une situation qui est identique, peuvent présenter des symptômes différents au sein de la fratrie, et la gravité du traumatisme peut être différente. D'accord ? Un événement peut être traumatisant pour un enfant et juste être bouleversant pour un autre. C'est-à-dire qu'il ne va pas y avoir de corrélation, il faut qu'on ait ça en tête, entre la gravité de l'infraction et l'impact traumatique que ça aura sur l'enfant. Ce qu'on sait, c'est que les enfants qui ont vécu un événement traumatisant avant l'âge de 11 ans sont 3 fois plus susceptibles de développer des symptômes de troubles psychologiques que ceux qui ont connu leur premier traumatisme à l'adolescence et à l'âge adulte. Voilà. On a parlé tout à l'heure des proches, de la famille. Moi, je voudrais qu'on n'oublie pas également les professionnels. On a parlé de sidération, de mécanismes de défense, mais il y a également ce qu'on appelle les traumatismes vicariants, où lorsque des professionnels se mettent eux aussi à aller mal, eh bien, ils écoutent un peu moins bien également les symptômes qui clignotent chez les patients ou chez les enfants. Alors, je vous le disais tout à l'heure, voilà la temporalité d'une enquête. Le problème dans le recueil de la parole d'un enfant victime dans une enquête pénale, c'est que pour faire une mise en mots, pour espérer une mise en sens, il faut demander à la victime, et donc à la victime enfant ou adolescent, de se replonger dans des souvenirs pour pouvoir raconter. Pour produire un témoignage, il faut se souvenir. Or, vous voyez où là, sur le terrain sur lequel je veux vous amener, c'est que pour recueillir cette parole et que l'enfant se souvienne, d'abord, il faut qu'il en ait envie, et il faudrait qu'il puisse se souvenir. Parce que reparler des faits, c'est se réexposer. Et donc, de facto, en tant qu'enquêteur, en tant que magistrat, pour les exigences de la procédure pénale, on sait que, d'emblée, on va réexposer l'enfant et l'adolescent à un vécu qui a pu faire trauma. Et ça, vous allez voir dans la présentation suivante, dans la diapositive suivante, ça fait partie intégrante, cette prise en considération fait partie intégrante
d'un protocole canadien qui s'appelle la méthode de recueil du NICHT, c'est un acronyme, qui fait suite à un premier protocole qui s'appelait le protocole de Yule, que j'appelle la méthode de l'entonnoir. Donc j'ai fait du 2 en 1, je vais vous le présenter, de manière à ce que les techniques de recueil de la parole qui sont faites au départ pour des enquêteurs dans une enquête pénale pour entendre des enfants, puissent être présentées à des professionnels qui ne sont pas forcément enquêteurs et que vous puissiez au moins avoir en tête et comprendre, parce qu'en 40 minutes, c'est même pas une sensibilisation, c'est de vous donner, on va dire, des grands traits pour éviter et comprendre les maladresses qui peuvent être totalement dommageables et ancrer un traumatisme, et celles qu'il faut donc éviter. Alors, juste pour vous dire, c'est que il va falloir être attentif lorsqu'on recueille la parole d'un enfant ou d'un adolescent qui a vécu des faits dans un moment très proche du moment où on l'écoute ou dans un moment lointain, c'est que il existe plusieurs types de mémoire et que nous, quand on est enquêteur, on cherche à comprendre de quoi on parle pour qualifier l'infraction. Donc, de quoi s'agit-il ? De quoi s'agit-il ? C'est important parce qu'au niveau pénal et au niveau de la qualification des faits, ça fait une sacrée différence si un enfant va vous dire « Papy, papy m'a mis le doigt dans la minette. » Ok. Le doigt dans la minette, vous entendez donc le sexe. Est-ce que ce doigt, il y a eu un acte de pénétration digitale ? Auquel cas c'est un viol et ça relève de la cour d'assises, c'est un crime. Ou alors, le doigt, il est allé dessus, auquel cas c'est la qualification de l'infraction, c'est agression sexuelle, et c'est tribunal correctionnel. Donc, il est important, d'accord, de faire attention à la façon dont on va essayer de déterminer le quoi. Ensuite, il va falloir savoir de qui on parle, qui a fait, d'accord, quand ça a été fait. Et vous voyez tout de suite avec les jeunes enfants qui n'ont pas la capacité de se repérer dans le temps et dans l'espace, que là aussi, on va avoir une difficulté. Où ? C'est pareil. Avec qui ? Et alors, la question fatidique, c'est pourquoi ? Ça ne fait aucun sens chez un enfant, notamment les jeunes enfants. Et non pas la théorie de l'esprit. Quand on entend, nous, à la M2PF, des enfants à partir de 2 ans et demi, c'est-à-dire l'âge à partir duquel on les prend à partir du moment où ils peuvent parler d'eux à la première personne du singulier, eux en tant que sujet. D'accord ? Si on leur demande « Qu'est-ce qu'en pense ta sœur ? Qu'est-ce qu'en pense ton père ?» C'est ce que j'appelle les QAC. Les questions à la con. Et en plus, pour ceux qui pourraient y répondre, le pourquoi est tout à fait culpabilisant. Donc, dans des méthodes d'entretien, je préconise d'employer le « qu'est-ce qui fait que ». Qu'est-ce qui fait que, madame, c'est aujourd'hui que vous avez le courage de venir déposer plainte ? Au lieu de « pourquoi vous venez qu'aujourd'hui, madame ?» Donc, cette mémoire, très rapidement, déjà, il peut y avoir un bug à l'encodage. En cas de trauma, c'est l'encodage de souvenirs associés à la peur qui est touché. On a vraiment le circuit amygdale-hippocampe, donc ça, il faut l'avoir en tête. Et donc, on peut avoir, et c'est ce qui va expliquer qu'on peut avoir des témoignages qui ne sont pas aussi limpides que les magistrats ou les enquêteurs l'exigeraient pour que ce soit bien carré et qu'on sache, enfin, nom d'une pipe, de quoi on parle. Au stockage de l'information, il peut y avoir également un problème. On sait que les enfants de moins de 7 ans sont moins bien équipés pour organiser les informations et pour les classer. D'accord ? Et chez les enfants qui ont vécu des mauvais traitements, des agressions sexuelles de manière répétée, avec des événements qui se ressemblent d'une fois à une autre, qui sont routiniers, une enfant ou un enfant qui a été victime d'inceste de ses 4 ans jusqu'à sa préadolescence, et où ça s'est passé quasiment tout le temps de la même façon, sur le canapé, devant la télé, avec le beau-père, pendant que la mère était en train de faire des courses ou à son cours de yoga. Eh bien, lorsqu'on écoutera, nous, en tant qu'enquêteurs, cette petite fille qui a grandi, elle va avoir tendance, dans sa façon de parler et de se souvenir et de nous raconter et produire un témoignage,
à regrouper les informations pour en faire ce qu'on appelle une mémoire de scénario. Et le corollaire en procédure judiciaire, c'est que ces enfants ont tendance à rapporter des événements de manière condensée et ne donner que des détails qui sont semblables d'une fois à une autre. Ce qui fait que des enquêteurs ou des magistrats qui ne sont pas formés vont avoir tout fait de faire une mauvaise interprétation et de dire que voilà une enfant qui ment, voilà une enfant qui raconte, comme disent les Canadiens, des carabistouilles, parce que ça ne tient pas la route. Petite anecdote, pour un dossier que j'ai vécu, voilà une enfant qui avait été reçue une première fois à la brigade de gendarmerie par des enquêteurs non formés. La petite fille, qui avait grandi, raconte ce que je viens de vous dire, un inceste répété par le beau-père. Et elle dit à l'enquêteur, qui lui voulait savoir et comment elle était habillée. Alors je critique pas parce que quand on n'est pas formé, eh bien on fait ce qu'on peut, mais la bonne volonté ne suffit pas. Donc il a commis plusieurs maladresses. Il lui demande comment elle était habillée. Alors, comme ça s'était passé sur plusieurs années, la petite fille à un moment donné dit ben moi j'avais un pyjama Dora. Alors pour les plus anciens d'entre nous, Dora l'exploratrice, c'était un dessin animé qui passait tous les matins, pendant que les enfants, avant d'aller à l'école, prenaient leur petit déjeuner. Bon, donc c'est un dossier qui remonte. Donc cette petite fille avait le pyjama de Dora l'exploratrice, son héroïne préférée de la télé. Or, l'enquêteur, qui a bien fait son travail, avait fait un environnement. Alors, il a mal fait avec la gamine, mais les autres actes d'investigation, il maîtrisait, il les a bien faits. Et il se rend au domicile et il investigue le placard pour aller regarder le vestiaire de la jeune fille. Pas de pyjama Dora. Il a bien sûr entendu la mère dans ce dossier. La mère dit « Ma fille, non, pyjama Dora ? Non, non, pyjama Dora, non, il n'y a pas eu, non, pyjama Dora, non. Non, je ne vois pas. Puis yoga, mais non, je ne fais pas de yoga. Qu'est-ce qu'elle raconte ? Je ne fais pas de yoga. » Donc là, vous voyez que déjà dans ce dossier, la mère avait déjà pris un parti pour des raisons qu'on vous a exposées avant et que sur lesquelles je ne vais pas revenir. Sa fille, ce n'est pas possible. Son nouveau compagnon, qui était donc le beau-père, non, c'est impensable, c'est impossible qu'il ait pu toucher sa fille. Elle raconte qu'est-ce qu'elle est alors encore inventée, comme bêtise. C'est une enfant qui ment beaucoup. Je n'ai pas de pyjama Dora. Je vous la fais courte. En réalité, cette enfant, donc après le magistrat du parquet, a demandé à ce qu'elle soit entendue chez nous. Alors avant, on s'appelait BPDJ, peu importe. Donc elle est venue dans notre unité. Et je reprends avec elle l'ensemble des événements. Et dans les techniques d'entretien, surtout quand il y a eu des éléments répétitifs qui ont pu faire trauma, une des techniques d'entretien canadiennes, c'est de demander à l'enfant de pouvoir nous raconter l'événement le plus récent, le dernier qui a eu lieu, et d'aller chercher dans sa mémoire, si elle le peut, avec toutes les précautions, d'aller chercher le premier événement. Alors, il se pourrait que quand elle le rencontre, et c'est ce qui s'est passé avec cette petite fille, elle ne m'a pas raconté le premier événement, parce que la mémoire était malade. D'accord ? Elle était traumatisée, cette enfant. Elle a été dissociée. Elle a été traumatisée. Elle m'a raconté ce qui l'a le plus marqué. Et ce qui l'a le plus marqué, c'était peut-être la fois où elle portait ce pyjama Dora qui lui avait été acheté par sa mère. Parce que oui, il y a vraiment eu un pyjama Dora. La mère s'en est souvenue après en s'effondrant en pleurs, quand elle a compris que sa petite fille n'avait pas menti. Elle portait ce pyjama Dora et c'est ce qui avait fait effraction chez elle, c'est ce qui était resté imprégné dans sa mémoire. C'est là où elle avait trouvé qu'elle avait été le plus salie, parce que ce pyjama Dora, il était un peu sacré pour elle. C'était celui qu'elle avait désiré, qu'on lui avait acheté, qu'elle attendait. Et lui, il l'avait abusé alors qu'elle portait ce pyjama Dora. Et dans sa façon de raconter la première fois, elle a fait un amalgame et elle a raconté tout ça d'un bloc avec une mémoire de scénario. Quand on n'est pas formé, on peut passer à travers. Alors je vais passer vite pour ne pas prendre trop de temps. Il y a également la récupération de l'information. Là, on sait que les émotions sont absolument déterminantes, mais on sait surtout que celui ou celle qui est là pour recueillir la parole d'un enfant qui a pu être traumatisé, d'accord, dans son histoire, face à une personne qui va être soutenante et chaleureuse, les enfants feront moins d'erreurs de rappel, même avec des questions qui sont mal posées, que face à une personne qui serait froide et détachée. Donc ça, c'est capital parce que ça vient nous donner un éclairage sur la façon, un savoir-être, un savoir-faire de la part
des personnels, des professionnels que nous sommes, dans notre façon d'aller solliciter la mémoire et donc faire revivre et réexposer l'enfant à un vécu qui peut être traumatique, d'accord, en essayant de faire le moins de dégâts possible. Alors ça peut se traduire de cette façon. Le type d'entretien, j'ai essayé de faire alors, la méthode de l'entonnoir, elle m'est chère parce que je pense qu'elle permet, pour vous, c'est un moyen mémotechnique qui vous permet de retenir au moins ce qui est le moins dommageable, que ce soit dans les 48 heures, ce qu'on a pu appeler pendant un moment la période de diffusing, hein, que ce soit dans les 48 heures, que ce soit dans le délai de 1 mois, ou que ce soit au-delà du délai d'1 mois, cette façon de faire avec des enfants, des adolescents, et qui fonctionne aussi avec des adultes. Le contraire n'est pas vrai. Les méthodes qui fonctionnent avec les adultes, ne les appliquez pas sur les enfants qui ne sont pas des adultes miniatures. Ce sont des adultes en construction. Bon, j'enfonce des portes ouvertes, mais c'est bien que je vous le redise. D'accord ? Ça, c'est une méthode qui a été vraiment faite pour des enfants. Qu'est-ce qu'on va voir dans cette diapositive ? Il faut partir très 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 large et ensuite arriver au plus près de questions spécifiques. Je répète, lorsqu'on est enquêteur, on a vraiment besoin de répondre à ces questions parce qu'il y a les exigences de la procédure pénale. Lorsqu'on est thérapeute, lorsqu'on est éducateur, lorsqu'on est en train de recueillir ou on a été confident parce qu'on travaille dans le champ social ou éducation nationale, peu importe, il se pourrait que vous n'ayez pas besoin d'aller aussi bas dans le triangle et que vous puissiez juste écouter de manière soutenante, chaleureuse et empathique et vous en tenir à l'étape numéro 2. Parfois, il est nécessaire d'aller un peu plus bas et de travailler sur ce qu'on appelle la mémoire fondée sur la reconnaissance. Mais ce qui est à éviter absolument quand on n'est pas formé, qu'on n'est pas enquêteur ou magistrat formé, c'est d'aller sur le 4 et de poser des questions spécifiques, voire des questions dirigées. Sinon, ça doit être fait et expliqué à l'enfant avec la plus grande vigilance. Alors, comment ça fonctionne ? Quand on est dans le temps très proche de l'action, dans les 48 heures, d'accord ? Il faudrait pouvoir être au plus près, même pour un enquêteur que nous sommes, il faudrait pouvoir travailler quasiment sur du récit libre. C'est-à-dire que on est dans une période où la personne, il faudrait faire un déchocage ou un désamorçage, qui consisterait en une verbalisation émotionnelle immédiate du vécu, c'est-à-dire les faits, les émotions et les pensées. Et la victime, il faut que ce soit le moins intrusif possible. Donc quasiment, il faudrait que ce soit un récit libre. Or, bien souvent, vous allez voir qu'on se heurte à un récit libre qui va être émaillé de détails parce que, par exemple, j'ai en tête une jeune fille qui a été violée, qu'on a obligée à se prostituer, qui a été placée dans une pièce, qui a été séquestrée pendant 4 jours à Marseille dans un hôtel minable, piteux, où il y a eu je ne sais pas combien de clients qui sont passés. Et lorsque elle est sortie de là complètement estourbie, elle a été recueillie directement à l'hôpital, à la Timonière à Marseille. Et la seule chose qu'elle était capable de dire, c'était de parler du tableau avec un papillon qui était sur le mur. Et oui, et oui. Elle était sortie de son corps, elle s'est dissociée pour pouvoir subir. En plus, il lui avait fait absorber des substances pour qu'elle puisse endurer le choc. Et donc, cette gamine, parce qu'elle était très jeune, cette gamine ne pouvait rien dire autre chose que « et ce papillon, et ce papillon, et ce papillon ». Et là, je suis en train de me dire, un enquêteur qui n'est pas formé, qui va arriver, et même avec le ton le plus doux et la meilleure salle possible et les meilleures conditions, qui va lui dire, alors le papillon, d'accord, mais sinon, c'était qui, c'était où, combien, quoi, que, combien de clients? Alors, attends, temps mort, elle n'a pas tenu un carnet de bord, elle ne sait plus, elle ne sait pas. Tout ce qu'elle sait, c'est qu'à un moment donné, elle s'est dit, si je ne veux pas mourir, il faut que je sorte de là, Elle s'est dissociée, et elle se voyait, et elle raconte une dépersonnalisation et une déréalisation des faits, donc le papillon sous le focus, etc. Et bien ça, il faut pouvoir le tolérer. Et cette jeune fille, le conseil que je donnais aux enquêteurs, c'est de dire, dans un premier temps, dans ce temps des 48 heures, vous la laissez parler, et vous la laissez parler de ce papillon en boucle,
Et puis, on est là, on est juste à côté, on est avec elle, on écoute patiemment, on note, et on verra plus tard. Oui, on est en flag. Oui, il y a des investigations à faire, mais attention à ne pas causer plus de dégâts. Et on va lui proposer un prochain rendez-vous. Moi, c'est ce que je fais en tout cas quand je le peux, en accord avec le magistrat du parquet, en disant je vais recueillir les premières informations pour ces 48 heures. Et ensuite, je donnerai un deuxième rendez-vous. Et là, on verra ce qu'on peut faire, parce qu'on est une équipe, ce qu'on peut faire ensemble. Voilà, pour ne pas forcer. Les compétences de ceux qui recueillent, il faut pouvoir rassurer, il faut pouvoir avoir une écoute active, donc pouvoir reformuler, ne pas donner de leçons, d'accord? Ne pas se hâter de dire, j'entendais tout à l'heure, bon, quand même, il y a 30 ans, ça y est, on peut passer à autre chose quand même. Ça va, enfin, vous pouvez quand même raconter, ça fait longtemps que ça s'est passé. Non, non, non. On est là pour faire une mise en mots, c'était important. Quand on est gendarme, on représente aux policiers, aux magistrats, donner des mots, mettre des mots MOTS sur des mots MAUX, surtout dans des cas d'inceste, c'est essayer de nommer l'indicible et de nommer la loi là où il n'y a pas eu de loi dans la famille. Et c'est important cette mise en mots. Et c'est important de dire exactement ce qui s'est passé. D'accord? Et de pouvoir dire, de pouvoir nommer, et de pouvoir dire à quel point on peut comprendre que la confiance en les autres, et notamment en les adultes, a pu être attaquée, j'allais dire ébranlée. Donc, le travail sur la formulation et la reformulation dans ces protocoles d'entretien sont absolument, absolument capitaux. Il me reste combien? 15 minutes? 10-15. Je vais vous présenter lorsqu'on ne s'adresse pas à des enfants comme à des adolescents. Et cette méthodologie, même si elle est valable pour des enfants, des adolescents et des adultes, il faudra qu'on prenne des précautions supplémentaires pour appliquer de manière souple et non pas rigide un protocole. Un protocole, c'est juste une aide pour guider les professionnels. Hein, pas pour s'en emparer de manière attends, j'en suis où? Alors attends, tu veux te lever? Ah non, 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 ne te lève pas parce que sinon tu es hors champ de la caméra. Non, rassieds-toi s'il te plaît, rassieds-toi. Voilà, donc non, hein, il faut que l'enfant il puisse circuler. D'ailleurs, pour le dernier que j'ai fait pas plus tard qu'hier matin, l'enfant qui avait été diagnostiqué, alors c'est pas le hasard, ça a parlé, donc j'essaie de faire du lien à ce que vous avez entendu ce matin, a été diagnostiqué après un bilan neuropsy, etc. Et il était sous Kidam. Je crois qu'il avait commencé avec Ritaline et il a fini avec Kidam. Enfin bref, TDAH plus stop. Bon, il avait pris son traitement. Il n'avait de cesse que, lorsque je discute avec lui dans la salle d'audition, de tourner autour du fauteuil, de faire les 100 pas, de jouer avec. On avait fait un petit bracelet en élastique, de tirer sur l'élastique et de le jeter. Enfin, et je lui ai absolument pas demandé ce qui était impossible pour lui de faire, c'est-à-dire qu'il aurait été de l'inconfort et un supplice. Je lui ai absolument pas demandé de s'asseoir. Pourtant, j'avais le tournis. Non, moi, je suis restée assise. Il a fait ce qu'il a voulu. On a parlé de dos, il faisait les pieds au mur, etc. Mais il répondait à mes questions. D'accord? Bon. Donc, il est important que, dans un premier temps, donc, nous puissions nous adapter, nous soyons dans un endroit qui soit chaleureux, accueillant, qui ait été pensé pour le recueil de la parole, et pas sur un pied, moitié dans un couloir ou dans un bureau où 4 ou 5 professionnels vont se partager. Il faut qu'on soit dans un lieu qui soit confidentiel, d'accord, où on soit dans le confort, alors pas nous professionnels, mais que l'enfant soit dans le confort, ça c'est une première chose, et qu'on démarre avec des conventions de langage. Je sais que ça va être difficile pour toi, mais est-ce que tu sais pourquoi tu es venu me parler? Alors là, je me place avec ma casquette de gendarme. Une enquête, donc je rappelle on va dire le postulat, une enquête a été ouverte. Un rendez-vous a été pris à la M2PF chez moi pour que je puisse recueillir la parole d'un enfant dans le cadre d'une procédure de violence intrafamiliale ou pas, en tout cas de maltraitance, ou ce qui a fait de toute façon effraction, et il y a une infraction, effraction sur sa psyché et une infraction au sens pénal. Et donc savoir s'il sait pourquoi il est là. Alors en principe, ils savent. Donc je lui dis, je vais prendre un temps, c'est un temps pour toi, c'est un temps qu'on va
qu'on va partager ensemble. Et c'est un temps, je lui explique que ça va être coûteux. On n'est pas là pour jouer. C'est coûteux psychiquement pour lui de me parler. Et donc, on va faire cet effort ensemble parce qu'on est une équipe et que moi, je suis là pour lui, pour l'aider pendant ce temps-là. Voilà. Et qu'on va travailler ensemble. Donc, je lui dis qu'il peut me raconter avec ses mots à lui, à son rythme à lui, comme il peut. Il n'y aura pas de jugement de valeur de ma part. D'accord ? Et que si parfois c'est difficile, je ferai en sorte de l'aider pour pouvoir dire. On se met d'accord, je lance la caméra, je me présente et je démarre par ma première question. La première, c'est: est-ce que tu sais pourquoi tu es venu me voir aujourd'hui ? Réponse par exemple l'enfant d'hier. Oui. Alors de qui ou de quoi es-tu venu me parler ? De papa. Et c'est parti. Je t'écoute. Quand tu veux, raconte-moi ce qui se passe avec papa. Et cette première étape, c'est ce qu'on appelle le récit libre. Et ce récit libre, il est important parce qu'un enfant, on va prendre attention à éventuellement si ça a fait trauma. On va travailler avec la mémoire de rappel. Et la mémoire de rappel, ça va laisser toute liberté à l'enfant de raconter avec ses mots à lui. Alors ça va être dans le désordre. Vous imaginez l'enfant dans le désordre absolu dans lequel j'ai recueilli les infos. Surtout que de temps en temps, il s'arrêtait pour me dire: ah mais moi aussi, ma mère est partie en Italie. J'ai un Pinocchio qui descend comme ça. Il me dit: et moi aussi, ma mère est partie en Italie, elle m'a ramené. Donc hop, hop, hop. Moi, je ne coupais pas, écoute active. D'accord. Et je fais des relances. Après ça, on passe aux questions ouvertes. Donc je lui ai dit: super, tu m'as beaucoup aidé à comprendre. Ok. Maintenant, ce que je vais faire, je vais reprendre ce que tu viens de me dire et je le reprends dans l'ordre donné par l'enfant avec ses mots à lui. Ça, c'est très important. Et tout à l'heure, on parlait des 2 P, de prévention et protection. Et je tiens à vous dire que selon les objectifs de votre entretien, il sera capital de reprendre les mots donnés par l'enfant. Et c'est pour ça qu'il faut être formé et avoir fait un travail d'introspection, parce que parler de l'indicible, quand on parle notamment de la sexualité, c'est aussi s'exposer, nous, en tant que professionnels, à des informations au niveau des vocables employés par des enfants, qui devraient pouvoir nous laisser à la bonne distance professionnelle. Par exemple, si une enfant de 4 ans emploie le mot « chatte » pendant 20 minutes d'entretien, c'est ce mot-là qu'il faudra réemployer et pas corriger. Il a mis sa bite dans ma chatte, 4 ans. Si je me place en situation de prévention dans une école, ça répond en même temps à votre question de tout à l'heure, nous faisons de la prévention dans les écoles, depuis l'école maternelle jusqu'au lycée d'enseignement professionnel, les MFR et les instituts spécialisés, ITEP, IME, etc. Il est important que les enfants comprennent que leur corps leur appartient, ils ont des droits, etc., que personne n'a le droit. Donc, dans ces séances-là, on aborde tout ça. Bref. Et à un moment, on va dire: est-ce que vous connaissez les parties intimes de votre corps ? Donc, on va les nommer. Donc, on laisse passer, surtout pour les classes de petits jeunes, les rires un peu gênés. Et parfois, dans le lot, on dit: est-ce que tu peux me dire, il y a 4 parties intimes, est-ce que tu peux me les nommer ? Alors, ça commence. Et il y a toujours le ou la maline du coin qui va nous dire: madame, oui, la teub. D'accord ? Alors là, on corrige. On va prendre un mot, si tu le veux bien, si on est tous d'accord, pour... Alors, c'est le sexe dont tu me parles ? Oui, la teub, la bite. Alors, tout le monde rigole, ok, donc on laisse rire et on dit: on va choisir un autre mot pour le désigner. Parce que les grossièretés, pour en discuter, on ne va pas utiliser des grossièretés. Et donc là, on est dans un mode éducatif, on corrige. Et on se met d'accord et on dit soit le pénis ou le sexe. Je tolère le zizi, d'accord ? Mais ça s'arrête là. Si j'avais le même enfant devant moi en salle d'audition dans une enquête pénale et que le gamin ou la gamine me dise un gros mot, il faut tolérer ces gros mots. Et c'est ça que je vais écrire dans le procès-verbal. Il faut que ce soit les mots intacts. Donc il faut faire attention à la posture de celui qui est en entretien et qui questionne. Et pas les trucs dubitatifs du style: quoi ? Oh ! Le gamin va s'arrêter de vous parler tout de suite. Il y a même des enfants, notamment quand ils ont été parentalisés, qui vont se lever et qui vont poser une main sur votre épaule pour vous consoler. Ça va aller. D'accord ? Attention, moi j'ai vu faire. Ok ? Donc après, on explique à l'enfant, donc on va poser des questions ouvertes. Alors là, les questions ouvertes, c'est difficile parce qu'instinctivement, on ne pose que des questions fermées. Vous avez remarqué dans la vie de tous les jours ? Vous posez à la collègue comme question: ça va toi ?
Et vous tournez les talons et la collègue dit « Alors non, non, ça ne va pas, mais vous vous êtes déjà barré. » Donc, 2 problèmes. Premier problème, question fermée qui ne vous intéresse absolument pas. C'était une question de pure politesse. Ça va, toi? Mais vous en foutez la réponse. Et l'autre, elle vient juste vous dire non quand même. Et vous ne l'avez pas écouté. Alors que, comment ça va aujourd'hui? Là, on ne peut pas vous répondre oui ou non. Comment ça va? Mais on est libre de vous répondre bien, je te remercie, et toi? Ou bof, bof, mais ça va aller. Ou je te remercie, ça va, même si c'est pas vrai, mais la personne a la liberté de dire j'ai pas envie de me confier à elle parce que c'est pas une assez bonne confidente pour que je puisse en dire quelque chose. Vous voyez la différence? Donc ces questions ouvertes, elles se travaillent et elles vont démarrer par, et ça c'est les protocoles canadiens, elles vont démarrer par parle-moi de. Tout à l'heure quand tu m'as dit papy, et on cite, parle-moi de papy qui te met le doigt dans ta nénette. Et là, on a une réponse. D'accord? Et on peut segmenter. Alors le niche, c'est une séquence. On va essayer de faire resserrer de plus en plus, de plus en plus. Parle-moi de papy qui fait ça quand toi, à partir du moment où tu t'assieds sur le canapé, jusqu'à ce que ça se termine. Dis-moi comment ça s'est passé. Donc, parle-moi d'eux, explique-moi, qu'est-ce qui fait que, et pas pourquoi, comment, d'accord? Ça, ce sont des questions ouvertes. Et parfois, pour des professionnels qui recueillent la parole, alors je mets de côté les thérapeutes formés, je mets de côté les magistrats et les enquêteurs formés, je m'adresse à d'autres professionnels. Parfois, il est suffisant, quand vous êtes confident des confidences d'un gamin ou d'un adolescent ou d'un adulte qui se confie à vous pour vous dire qu'il a été agressé sexuellement, ça peut s'arrêter là pour faire votre signalement judiciaire. D'accord? Ok. Mais parfois, il faut aller un peu plus loin. Lorsque, par exemple, on a des enfants qui n'ont pas la temporalité, moi je dis, tu me racontes ça, ça s'est passé. Tu me racontes ça, ça s'est passé depuis plusieurs années, et j'essaie de, pour éclairer l'enquête, au lieu de lui dire, mais c'était quand exactement? Les gamins, quand ils sont petits, vous partez en formation, vous leur dites, maman s'en va pendant... On ne dit pas, je m'en vais 72 heures. Le gamin ne va rien piper. Vous allez lui dire, je m'en vais pendant 3 dodos. Je pars 3 dodos, après je reviens. Ok? Ben c'est pareil, quand on veut parler avec un enfant, on va lui dire, est-ce que par exemple, tu peux me dire, la première fois où ça s'est passé, tu peux me dire dans quelle classe tu étais avec la maîtresse? Et la dernière fois, le petit m'a dit oui. Il était en dernière année de maternelle et il m'a répondu, il m'a dit oui, il a réfléchi, il s'est appliqué et il m'a dit j'étais chez maîtresse Isabelle. Et après, nous, en creusant, on a dit maîtresse Isabelle, c'était sa première année de maternelle. Voilà. D'accord? Plutôt que c'était quand, il y a 3 ans? Bon, ça ne marche pas. Et les questions spécifiques, nous on les pose, mais vraiment quand c'est quand c'est vraiment très important qu'il y a par exemple des choses qui sont dissonantes, ça va être fini? Oui. Des choses qui sont très dissonantes, alors à ce moment-là, on a besoin de creuser, mais je vous déconseille de le faire lorsque ça n'est pas nécessaire. Alors peut-être pour conclure, moi j'ai envie, Hélène, d'être peut-être un peu plus optimiste. Je pense qu'on a fait beaucoup de trajets. Je pense qu'on a beaucoup évolué. Il reste des choses à faire. Mais c'est bien d'être perfectible, c'est bien de prendre en compte, c'est bien de s'améliorer. Et je pense, en tout cas me concernant, que je vois de plus en plus et avec bonheur des formations interdisciplinaires où droit et psychologie se complètent. Et pour reprendre une phrase de Isaac Newton, il a démontré et il a dit que lorsque 2 forces sont jointes, leur efficacité est double. Et donc j'ose espérer que nous multiplions nos chances d'être dorénavant un peu plus efficaces et efficients en matière de protection de l'enfance, surtout lorsqu'il y a un psychotrauma. Et je vous remercie de votre attention. Merci Sonia de ta présentation. Je trouve qu'il décrit bien aussi l'équilibre délicat que vous devez trouver entre les exigences de la procédure et puis l'adaptation à l'enfant et à son état à l'instant T où vous le voyez. Peut-être on prend juste une question avant la pause, si vous avez des questions.
Bonjour, je suis là. C'est une question très pratique parce que moi je travaille avec des jeunes de 16 à 24 ans qui ont souvent eu des agressions dans le passé. Certains ont déjà fait des déclarations, enfin déjà porté plainte, pas mal n'ont pas du tout porté plainte. Et je voulais savoir en fait où est-ce qu'on peut les adresser pour tomber sur des équipes qui soient justement formées. Parce que j'ai vu quand même pas mal de jeunes qui y sont allés, qui ont eu des réponses. Vous aviez une mini-jupe, vous aviez fumé, vous aviez bu, et qui du coup ont abandonné leur plainte. Donc est-ce qu'il y a un registre où on peut trouver les équipes formées pour pouvoir les orienter? Alors je sais que Mariadec, ils sont bien, parce que j'ai eu des jeunes qui y sont passés et qui ont un retour très positif. Mais comme c'est des jeunes qui quand même arrivent chez nous, souvent ont du mal à sortir de chez eux, ont du mal, ils vont pas avoir nécessaire, et on fait toute la cube, hein. On va jusqu'à Isine, donc ils ont du mal à aller jusque dans le centre de Bordeaux. Je voulais savoir s'il y a une possibilité de les orienter, s'il y a des adresses pour savoir où est-ce qu'ils peuvent tomber sur un commissariat qui pourra les recevoir le mieux possible. Voilà. Mariadec. Je ne vais pas parler de la police nationale. Non. Je vais vous répondre pour la gendarmerie nationale. Depuis 2021, la gendarmerie nationale en général et celle de la Gironde en particulier, puisque ma compétence elle est départementale et donc je travaille sur l'ensemble du département de la Gironde. Donc, pour des gendarmes spécialisés, jusqu'en 2021, de 98 à 2021, il n'y avait que mon unité, c'est-à-dire la BPDJ devenue M2PF. Et sur l'ensemble des dossiers, on ne pouvait pas traiter tout le recueil de paroles des enfants qui étaient victimes sur les dossiers qui étaient déclenchés en enquête pénale. Donc, on ne recevait que les plus jeunes. Donc, grosso modo, de 3 ans jusqu'à 12 ans. Donc, effectivement, les adolescents, les grands adolescents de 16 à 18 ans étaient entendus, étaient écoutés donc en audition par des gendarmes et pas formés. C'était absolument vrai. Depuis 2021, la post-Grenelle, enfin il y a eu des post-Covid, enfin tout post quelque chose là. Ça fait un peu apocalyptique, mais voilà. S'est emparé donc à bras le corps de la question de augmenter les compétences des enquêteurs et mieux prendre en charge les victimes de ces infractions d'atteinte aux personnes que sont les violences intrafamiliales avec les violences conjugales et les violences faites aux enfants. Et en Gironde, en 2021, sur chaque chef-lieu d'arrondissement, donc il y en a 7 sur le département, sur le découpage gendarmerie, Arcachon, Bordeaux, Bouliac, L'Espard, Langon, Blaye, et j'oublie sûrement, enfin Libourne. Voilà, vous voyez à peu près ce découpage. Il y a au sein de chaque chef-lieu d'arrondissement une équipe, ça s'appelle des CAP, donc des cellules d'accueil pour les personnes et les enfants, avec des personnels volontaires, ça c'est le b.a.-ba de départ, et pas désignés, des personnels volontaires qui, au fil de l'eau depuis 2021, accèdent aux formations de la gendarmerie nationale à Rosny-sous-Bois. Ce sont des formations de 15 jours, hein. C'est des formations qui sont très sérieuses et très serrées, avec des protocoles, et ils suivent notamment le protocole du NICHT, hein, traduit par Mireille Cyr en France. Donc, ils sont de plus en plus formés. Donc, eux peuvent travailler avec des adolescents de 16 et 18 ans, donc c'est plutôt vers eux qu'il faut les diriger. Ça, c'est la réponse pour la gendarmerie nationale. D'accord. Ok, merci.